Bienvenue à tous, quel bonheur de déjeuner en votre compagnie comme chaque dimanche. C'est l'heure d'Israël Inside, vous allez tout savoir sur Israël, surtout ne changez pas de chaîne. Et on ouvre cette séquence avec une affaire qui a secoué Israël cette semaine, la campagne de boycott BDS qui gagne du terrain dans le monde. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a déclaré la semaine dernière qu'il avait l'intention de revoir ses liens avec l'opérateur israélien Partner, dont les activités dans les territoires palestiniens ont été critiquées. S'en est suivi un tollé général, si bien que le PDG d'Orange a dû présenter ses excuses au vice-premier ministre israélien, Sylvan Shalom. On écoute tout de suite les propos de Stéphane Richard. Je n'ai jamais dit qu'Orange voulait se retirer d'Israël. Ça n'a aucun sens et je suis très affecté par l'idée que des gens puissent penser que je veuille me retirer d'Israël pour des raisons politiques. Nous sommes des amis d'Israël. Et pour parler de ce boycott, Maurice Ifergan. Alors Maurice Ifergan, bonjour. Bonjour. Alors on vient de l'entendre, Stéphane Richard, PDG d'Orange, affirme qu'il n'avait pas l'intention de nuire politiquement à Israël. À votre avis, Stéphane Richard n'avait que des considérations commerciales en annonçant qu'Orange était prêt à quitter Israël au plus tôt ? Écoutez, les autorités israéliennes doutent de la sincérité du PDG d'Orange. En fait, il est arrivé au Caire la semaine dernière dans un contexte absolument tendu, puisque les organisations islamistes et surtout BDS menaient depuis plusieurs semaines une campagne pour le retrait d'Orange, du moins de la licence d'Orange d'Israël. Et vous voyez les affiches de cette campagne, on voit que le site BDS égyptien publie des images où l'on voit effectivement Orange qui gagne de l'argent pour financer l'occupation israélienne dans les territoires, comme ils disent. Et donc le PDG d'Orange arrive dans ce contexte et déclare qu'il aimerait beaucoup sortir au plus vite d'Israël, c'est-à-dire retirer la licence à la société Partner. Alors depuis, le PDG d'Orange s'est excusé. Stéphane Richard a dit qu'il n'entendait pas porter préjudice à Israël et qu'il présentait ses excuses. Et il a été mal compris apparemment, mais les autorités israéliennes et notamment le Premier ministre n'ont pas accepté ses excuses, prétendant que le dommage a déjà été fait. Autre sujet, en Israël aussi, le féminisme a le vent en poupe. Dans un pays déchiré entre tradition et modernité, les femmes défendent leurs droits à leur féminité. C'est des revendications de la Slut Walk, la marche féministe qui a eu lieu à Jérusalem. L'événement est né au Canada, mais est très populaire en Israël. Évidemment, il y a aussi ceux qui sont contre et qui n'hésitent pas à le dire. Regardez. 4e Slut Walk à Jérusalem cette année. Dans le centre-ville, plusieurs centaines de manifestants ont défilé. Des militants court vêtus qui s'insurgent contre le viol et le blâme de ses victimes. Des jeunes gens se sont promenés dans la ville pour proclamer que les femmes doivent être en mesure de porter ce qu'elles veulent sans être harcelées sexuellement. Des slogans tels que « blâme le violeur »,« quand elle dit non, cela signifie non »,« mon corps est à moi » et « les femmes exigent la sécurité dans les rues » ont été brandis. La première manifestation de ce genre a eu lieu à Toronto en avril 2011, en réponse à un officier de police qui avait suggéré que les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes pour éviter d'être violées. Depuis, des slutwalks ont eu lieu à travers le monde entier. Le but de l'événement s'est élargi. Aujourd'hui, tous les types d'agressions sexuelles et de harcèlement y sont dénoncés. En Israël, des slutwalks n'ont pas lieu qu'à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, Haïfa et Beersheba. Partout, les femmes s'élèvent contre les violences qui leur sont faites. Ça commence par du harcèlement de la part du conducteur pendant un simple trajet de bus, tous les jours, et ça finit dans nos maisons où nous sommes violées et réduites au silence. Ça arrive même dans les plus hautes sphères de l'État. De très jeunes filles victimes de harcèlement et des femmes plus âgées qui souhaitent s'habiller comme elles le désirent sans être jugées par les hommes étaient de la partie. Beaucoup d'hommes étaient également venus montrer leur solidarité avec la gente féminine. Des manifestants homosexuels et des militants de la cause LGBT, estimant que leur lutte est liée à la cause féministe, se sont joints au cortège. La Slut Walk n'a pas causé autant de remous que prévu. Les manifestants étaient protégés par la police et la marche a eu lieu sans incident notable. Pourtant, à un moment donné, un homme s'est levé d'une table de café et a traité les manifestants d'ordures et de malades. Un épisode qui s'était déjà produit à Tel Aviv l'année dernière dans une moindre mesure. Pourquoi est-ce qu'elle doit défiler toute nue? Quel est l'intérêt? Qu'elle veuille manifester, d'accord, elle peut exprimer ses opinions d'une manière démocratique, mais pas comme ça. Rendez-vous donc l'année prochaine pour cet événement qui devient presque une tradition en Israël. Et c'est au tour de la charmante Lise Barenbaum de nous rejoindre. Lise,
bonjour. Bonjour. Alors cette Slut Walk, c'est une manifestation mondiale. Aujourd'hui, quelle est son origine? Alors, comme on le dit dans le sujet, ça a commencé au Canada il y a 4 ans quand un policier avait déclaré que les femmes, si elles ne veulent pas être violées, ne doivent pas s'habiller de manière provocante. Des propos qui ont fait descendre à l'époque 3000 personnes dans la rue. Le slogan du mouvement, c'est « Ne dites pas aux victimes comment s'habiller, dites aux prédateurs de ne pas violer ». Et aujourd'hui, il y a des Slut Walk sur tous les continents. Alors, il y a différents noms, la Walk for Respect, la Marche des effrontés. Plus de 250 villes ont déjà organisé cet événement. D'ailleurs, en Israël, une ex-Miss Monde vient de faire des révélations accablantes sur les violences faites aux femmes. Oui, dans un documentaire qui s'intitule Brave Miss World, Linor Abargil, qui est Miss Israël et Miss Monde 1998, raconte qu'elle a été violée 2 mois avant son sacre et aujourd'hui, elle milite pour que les femmes qui ont été violées sortent de leur silence. Alors, le drame s'est passé quand elle avait 19 ans, dans une voiture. Sa mère l'a encouragée à porter plainte. Il y a eu un procès très médiatisé. Le violeur a été condamné à 16 ans de prison et donc aujourd'hui elle est devenue avocate en affaires criminelles et elle milite ardemment pour les victimes. Maurice Fergan, vous pensez que cette initiative justement participe vraiment à la lutte des femmes contre les abus et le harcèlement sexuel? Écoutez, en tout cas, elle est sympathique. Vous avez vu les habitants de Jérusalem qui étaient assez impressionnés et finalement, ça a eu un écho médiatique assez important parce que dès le moment où quelque chose se passe à Jérusalem, ça a un écho dans le monde entier. Mais cet événement-là, cette marche, a éclipsé un autre événement bien plus important sur le plan de l'égalité des hommes-femmes, la nomination d'une députée arabe israélienne, Eda Touma Suleiman, à la présidence d'une commission parlementaire. C'est la première fois qu'une députée arabe israélienne est nommée à la présidence d'une commission parlementaire et pas n'importe laquelle. Elle est présidente de la commission parlementaire du statut des femmes et de l'égalité des sexes. Alors c'est une militante féministe avérée et elle va avoir beaucoup de travail sur son bureau, notamment la question des salaires, la disparité dans les salaires, le fait que les femmes sont beaucoup plus au chômage en Israël, la représentation des femmes dans la fonction publique à des postes de direction, là elles sont encore discriminées, et surtout 2 autres questions, la bigamie dans le secteur arabe et les violences contre les femmes qui aussi sont assez élevées dans le secteur arabe. Elle a déjà déclaré que pour elle toutes les discriminations sont condamnables, notamment celles contre les femmes, mais aussi contre les Arabes et contre les Palestiniens. Alors les femmes, les Arabes, on va maintenant parler de la communauté homosexuelle avec vous, Samuel Calvo. Dans quelques instants, vous allez nous parler de la Gay Pride. Bonjour. Alors Samuel, cette Gay Pride à Tel Aviv qui revêt chaque année les couleurs du drapeau arc-en-ciel dans toute la ville. Oui, alors cette année c'est la 17e édition, donc ça va se passer du 7 au 14 juin. On s'attend à un record de participation avec 180 000 personnes attendues. L'année dernière déjà il y en avait eu 130 000 et c'était déjà un record. L'invité spécial cette année c'est Conchita Wurst, c'est la gagnante de l'Eurovision 2014 ou la femme à barbe. Il faut savoir que cette année s'est placée sous le soutien des communautés transgenres, donc en rapport avec cette chanteuse, ouais. Donc sous le sigle Tel Aviv Love All Genders. Le défilé va avoir lieu le 12 juin, donc ce vendredi, et toute la semaine, il y aura également d'autres événements. Et on voit que la ville de Tel Aviv est de plus en plus familière à ces événements. Et on voit par exemple sur l'hôtel de ville les couleurs du drapeau gay. En tous les cas, chaque année, c'est une fête absolument gigantesque, une grande fête, haute en couleurs, avec une bande-annonce officielle, Tout Samuel. À fait. Je vous propose de la regarder. Allez, on y va. Une belle occasion pour faire la fête. En tout cas, Tel Aviv n'est pas la seule ville à recevoir cette Gay Pride. Hein, effectivement. Il y en a également une à Jérusalem. Ça s'appelle la Marche des Fiertés. Donc c'est assez paradoxal. On sait que Jérusalem est une ville qui est ancrée, qui est très ancienne, avec une importance qui prône la religion, qui est donc plus religieuse. Et pourtant, ils accueillent donc cet événement également où il y a des personnes bisexuelles, homosexuelles, des transgenres qui sont dans la rue et qui défilent. Et donc voilà, c'est assez curieux. Il y a d'ailleurs en 2009 un rabbin qui s'appelle Ron Yosef qui a fait son coming out parce qu'il est gay et il veut essayer de rendre le
fait d'être homosexuel compatible avec la religion. Vous trouvez pas, ça vous gêne pas, ça vous, Maurice Ifergan, cette Gay Pride qui passe comme ça à Jérusalem, la ville sainte ? Non, écoutez, d'autant que la Gay Pride à Jérusalem a un caractère bien différent de celle que l'on vit à Tel Aviv. À Jérusalem, il s'agit effectivement d'affirmer une identité face à deux populations assez hostiles. Je parle du secteur orthodoxe et du secteur arabe qui n'apprécient pas beaucoup que la ville sainte soit, disons, dérangée par cette marche. Alors qu'à Tel Aviv, c'est exactement l'inverse. La population est plutôt favorable, a de la sympathie pour cette marche, d'autant qu'on n'hésite plus à Tel Aviv à parler d'argent gay, c'est-à-dire c'est une semaine qui rapporte énormément d'argent à la municipalité et à la ville, puisque sur ces 180 000 participants à la Gay Pride, on attend énormément de touristes et de visiteurs qui amènent de l'argent sonnant et trébuchant à la ville. Allez, on va passer à la cigarette. Les chiffres sont tombés cette semaine. 8000 personnes meurent chaque année des effets du tabac en Israël. Une statistique très inquiétante que le ministère de la Santé souhaite combattre. Mais les enjeux financiers sont de poids et les cigarettiers ne vont pas se laisser faire. 8000 fumeurs meurent en Israël chaque année. C'est le chiffre alarmant d'un rapport du ministère de la Santé israélien. La consommation est en déclin, mais jusqu'à 700 personnes sont tuées par la fumée secondaire tous les ans. Les statistiques gouvernementales montrent que 19,8% des Israéliens âgés de 21 ans et plus se sont classés comme fumeurs en 2014. C'est moins qu'en 2013, où ils étaient 23,1%. Davantage d'hommes, 27,3%, que de femmes, 12,6% fument, selon ce rapport. Plus de la moitié des fumeurs a déclaré consommer 10 à 20 cigarettes par jour, tandis que 40% des femmes ont déclaré qu'elles fumaient moins de 10 cigarettes par jour. Les ménages israéliens ont dépensé plus de 8,2 milliards de shekels, soit près de 2 milliards d'euros en cigarettes en 2014. Un montant bien plus important que celui lié aux besoins alimentaires de base. Le tabagisme est aussi revenu cher au gouvernement, 1,7 milliard de shekels, soit près de 400 millions d'euros. Les coûts indirects ont aussi été lourds pour l'économie, 1,9 milliard de shekels, soit 446 millions d'euros, dus à une perte de productivité et à l'incapacité de travail de certains salariés. Le taux de tabagisme chez les Arabes est de 26,3%, tandis que chez les Juifs, il est moins élevé, puisqu'il se situe à 18,4%. Chez les ménages au statut socio-économique faible, jusqu'à 25% du revenu mensuel est consacré au tabac. Encore plus surprenant, 22% des femmes interrogées ont déclaré qu'elles continuaient à fumer pendant la grossesse et après la naissance. Un marché juteux qui entraîne des trafics en tout genre. Les douanes israéliennes et la police des frontières ont empêché de nombreuses tentatives de contrebande de tabac dans le pays. Entre Israël et la Jordanie, 40 tonnes de tabac et de narguilés d'une valeur de 24 millions de shekels, soit près de 6 millions d'euros, ont été interceptées. Alors on vient de le voir dans le sujet, un des gros problèmes d'Israël maintenant, c'est le trafic autour du tabac et des cigarettes. Lise Barenbaum. Oui, et le principal thème de la journée sans tabac 2015 en Israël, c'était la contrebande, parce que les frontières d'Israël sont assez poreuses à ce niveau-là. À la frontière égyptienne, 950 kilos de tabac pour une valeur de 140 000 euros et 380 000 paquets de cigarettes ont été saisis. Ce trafic, en plus, est une source de financement pour des organisations terroristes comme le Hezbollah ou Daesh. Et puis parallèlement, ces cigarettes-là font une concurrence déloyale au tabac conventionnel. Alors on l'a vu, les chiffres sanitaires sont absolument impressionnants, mais à travers le monde, les gouvernements se mobilisent pour sensibiliser les gens au danger du tabac et parfois cela crée des remous. On va regarder 2 spots publicitaires français. Anna, Clémentine, mes amours, c'est maman. Voilà, c'est pas facile. Vous m'avez apporté tellement de joie, mais on se reverra peut-être plus. Alors, je voulais vous dire une dernière fois que je vous aime et que votre maman sera toujours près de vous. Mon amour, tu sais que pendant ces 17 années, je t'ai aimé chaque jour. Mais maintenant, il faut que tu me promettes une chose. C'est de continuer à vivre. Je veux que tu profites, que tu continues de rire et que tu passes à autre chose. Mon amour. Alors évidemment, Lise Barenbaum, ces publicités ont évidemment créé la polémique, c'est très dur. Oui, parce qu'il y a des professionnels de santé qui ont dénoncé une utilisation de la peur et une prévention malveillante de ces nouveaux spots. Une pétition a même été lancée, 300 personnes l'ont signée. En fait, certains médecins disent que ce spot est très choquant, notamment pour les personnes qui combattent la maladie et que la peur est totalement inefficace pour éviter de fumer des cigarettes.
Le vélo électrique à présent, c'est une mode de transport très populaire auprès des Israéliens et pourtant ils peuvent blesser gravement. De nombreux accidents se sont produits récemment. Des vols sont fréquents et les frais occasionnés sont très élevés. Les craintes des Israéliens sont à leur paroxysme. Les explications. Ils sont devenus l'emblème de Tel Aviv. Les vélos électriques, ces engins motorisés qui permettent à leurs utilisateurs d'avancer sans pédaler, se transforment parfois en véritables menaces urbaines. Des centaines de personnes ont été blessées l'année dernière en Israël. Le vélo est donc en train de se transformer en fléau national. À Tel Aviv, des enfants ont été blessés par de jeunes garçons qui ont déboulé sur un boulevard. Les fautifs se sont enfuis après les faits. Une petite fille a même été emmenée à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Ses blessures et ses écorchures ont été soignées toute la nuit. Elle a par la suite été traitée par un orthopédiste qui l'a aidée à remarcher. Aujourd'hui, des parents se mobilisent pour alerter les municipalités. Ces dernières années, de plus en plus de gens ont été blessés dans des accidents qui impliquent des vélos électriques. En 2014, 248 personnes ont été touchées. Une forte augmentation par rapport à 2013, puisque 81 personnes ont été blessées, alors que seulement 17 personnes ont été accidentées en 2012. Prudence donc au vélo électrique qui fait de nombreux accidents. Allez, Israel Insight, c'est fini pour aujourd'hui. Restez avec nous, midi ensemble, ça continue tout de suite. C'est la séquence Lifestyle. Au revoir.